Bonjour à tous. Je vois qu'il manque encore un peu de monde, là, c'est un peu tôt. Alors, excusez-moi, moi j'ai un peu de retard parce que j'ai mon ordinateur qui rame ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça devrait être bon. Euh, J'essaye de mettre l'aperçu vidéo, mais c'est compliqué, donc je crois que je vais vous l'enlever. Euh, Bonjour. Donc pour ce matin, donc déjà, juste un mot pour vous dire que là, on a vu qu'il y a quand même pas mal d'absences ces derniers temps en cours, plus que d'habitude, là, depuis le début de la semaine. Donc, on vérifie vos présences. Donc, s'il vous plaît, essayez de ne pas être absent, ou si vous êtes absent, prévenez-nous. Voilà. Il y en a certains qui nous préviennent, qui nous ont dit qu'il y avait de bonnes raisons à leur absence, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, prévenez-nous parce que sinon c'est pas génial pour vous, quoi, d'être absent comme ça. Et en plus, nous, on le note, donc on le sait. Voilà. Donc vraiment, faites-y attention. Il y en a quelques-uns, c'est un peu toujours les mêmes qui sont absents, donc vous pourrez leur dire, hein, il faut vraiment qu'ils viennent en cours. Voilà. Donc aujourd'hui, on poursuit le travail sur le développement embryonnaire du xénope et les grandes étapes de ce développement embryonnaire. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me demander ce que vous préféreriez en schéma au tableau. Hein. Je vous ai dit que je vais faire la gastrulation. Alors, il me faut toujours un petit peu de temps pour filmer, vérifier. C'est assez long à faire, même si je suis jamais complètement contente des vidéos que je vous mets. Mais ce sera avec plaisir que je vais vous le faire. Voilà. Donc on en était, et puis je voulais aussi vous dire que donc je vous ai mis un espace pour que vous puissiez déposer votre rapport final des TIPE. Et vendredi, donc je vous ai 2 heures vendredi et je vous ai pas demain. Hein. D'accord. Vous avez 2 heures de physique-chimie demain. Donc vendredi, je ferai un petit topo sur la présentation orale. Je vous redirai précisément ce que j'attends de vous. D'accord. Et comme ça vous permettra de bien présenter tout ça. Voilà. Pour l'école de la semaine prochaine, j'ai toujours personne qui m'a proposé de remplacer le groupe 15 le vendredi après-midi. Donc, ce serait bien que l'un de vous qu'il y ait un groupe qui puisse me dire un petit peu. Donc, c'est pour le vendredi 19. Donc, ce serait bien d'échanger avec le groupe 15, un des groupes qui peut. Sinon, je vais le faire moi-même, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas le choix comme ça. Alors, donc, je reviens sur le diapo. Je crois que je vous l'ai mis en ligne, hein, ce diapo. Vous me dites s'il n'est pas en ligne, parce que normalement, je vous l'ai mis. Donc, j'ai pas le plan effectivement, et je me suis rendu compte ce matin que j'ai complètement oublié de vous le mettre en ligne. J'ai préparé le document qui reprend l'ensemble du plan. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais continuer à écrire les parties dans le chat. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Finalement, c'est pas si mal. Donc là, on en est toujours dans le grand 1 qui est la fécondation. Grand 1 avec la mise en place du deuxième axe de polarité qui est d'une certaine manière observable grâce au croissant gris. D'accord. Donc, c'est sur les conséquences de la fécondation. Juste un petit mot, hein, l'ovocyte, c'est un très très bon exemple de cellules différenciées. Hein, comme vous avez la cellule à revoir hein, pour les oraux de la semaine prochaine. Hein. Si vous avez comme sujet présenté un exemple de cellules différenciées, vous pouvez prendre n'importe quel exemple, mais vous pouvez prendre en particulier l'ovocyte. Voilà. Donc, on en est là. Mon œuf est fécondé. J'ai mon pôle animal, mon pôle végétatif, ma rotation corticale qui a eu lieu, d'accord, avec ici ma zone de croissant gris, donc la partie dorsale et la partie ventrale. J'ai le noyau qui est ici, d'accord, et puis en fait, je vais avoir en particulier un ARN messager très important qui est VG1, qui va se répartir ici, hein, un petit peu vers le croissant gris, et ça va avoir un rôle extrêmement important ensuite, on le verra. Donc on arrive maintenant au grand 2, donc c'est segmentation, construction d'une structure pluricellulaire organisée grâce au mécanisme de la division cellulaire. Attention.
c'est-à-dire construction d'une structure pluricellulaire organisée grâce au mécanisme de la division cellulaire. Grâce avec un accent circonflexe sur le A. Voilà. Donc, dans cette partie 2, on a 2 stades importants qui sont donc les stades morula et blastula. Donc, on obtient d'abord une morula, c'est le grand 2, petit 2, petit 1, petit 1. Donc, je vous donne le plan. Hein. Donc, obtention de la morula. D'accord? Et donc, les premiers cycles cellulaires, d'accord, ils s'enchaînent très rapidement, sans phase G1 et G2, comme on l'avait vu. D'accord? Et en fait, on a des alternances phase S, phase M. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? Et ça, on l'a vu en TP, c'est que le premier sillon de division apparaît au pôle animal, va progresser vers le pôle végétatif, d'accord, avec une vitesse qui est beaucoup plus lente au niveau végétatif en raison de l'abondance des plaquettes vitellines. Ok. Le deuxième point que vous devez connaître, que vous devez savoir, c'est que le deuxième sillon de division démarre également au pôle animal. Il est perpendiculaire au premier, d'accord, et il forme en fait des méridiens pour la cellule. Et enfin, le troisième sillon. Donc en fait, quand on est au stade 4 cellules, les 4 cellules sont à peu près équivalentes. Au troisième sillon de division, troisième plan de division, c'est le plan équatorial. D'accord. Et là, on voit apparaître une division inégale avec la mise en place de 4 micromères en haut et 4 macromères au niveau du pôle végétatif. D'accord. Pôle animal, micromère, pôle végétatif, macromère. Et donc, le stade morula, petite mûre, c'est vers 32-64 cellules. Et donc, ensuite, on va avoir des cycles cellulaires plus lents avec des phénomènes de transcription, et c'est ce qu'on appelle la transition blastuléenne. Blastuléenne, donc des cycles cellulaires plus lents. Comment ça se fait que j'ai ça? Voilà. Alors, cette transition blastuléenne, on la voit très bien dans ce document. En fait, elle va avoir lieu au 12e cycle de division. Donc, quand on est à 4096 cellules, c'est-à-dire chez le xénope 5h30 après la fécondation. D'accord? Donc là, on observe un allongement des cycles cellulaires et une désynchronisation entre le pôle animal et le pôle végétatif. Pôle animal, vous aurez beaucoup plus de division qu'au niveau du pôle végétatif. Au moment de cette transition blastuléenne, d'accord, on a reprise des phases G1 et G2, ce qui veut dire reprise de la synthèse d'ARN et de protéines. Et les ARN et les protéines sont les cycles zygotiques. Donc cette transition blastuléenne, d'accord, elle intervient ici, au 12e cycle. Et donc, ça, c'est très, très important, parce que ça veut dire qu'avant, on fonctionnait sur les ARN messagers maternels. Alors, il reste des ARN messagers maternels et des protéines maternelles après, qui vont avoir un rôle très, très, très important. Donc, si on fait un bilan, d'accord, si on reprend un bilan de cette segmentation, on a une segmentation totale de l'œuf. On a des segmentations incomplètes, par exemple chez les oiseaux, chez les ostéens, par exemple. Donc ça, nous, chez le xénope, on a une segmentation complète.
On a déjà l'acquisition de l'état pluricellulaire grâce à cette segmentation, on passe à des métazoaires et la polarité de l'ovocyte, heu et les cytodiérèses qui sont non conformes, non, enfin voilà, vont produire des cellules, qui ne sont pas toutes identiques, d'accord? Qui n'ont pas toutes le même contenu cytoplasmique. Comme de toute façon, elles n'ont pas toutes la même taille, elles n'ont pas toutes le même contenu cytoplasmique parce qu'on avait un contenu cytoplasmique polarisé dans l'ovocyte de départ. Il n'y a pas de croissance cellulaire, d'accord? Alors, segmentation incomplète chez les oiseaux parce qu'en fait, chez les oiseaux, la partie qui contient, le les réserves ne se segmente pas. D'accord? On a une segmentation que de la partie, supérieure et c'est cette partie supérieure qui sera en fait à l'origine, vraiment de l'embryon et la partie réserve reste en fait, heu, avec une seule grosse cellule en fait, elle va être, donc c'est un petit peu différent, même si, on va avoir quand même les mêmes, stades, grosso modo. Voilà. Donc vous avez le document 7 qui vous redonne bien, les différentes étapes, d'accord? Et le document 8 qui vous indique bien la transition blastuléenne avec l'apparition tout d'un coup de phases G1 et G2 et je vous rappelle que ces phases G1 et G2 sont vraiment les phases où on va avoir l'expression des génomes, d'accord? Donc ce sont des phases extrêmement importantes. Bien sûr que la phase S, on a aussi un peu d'expression, mais les phases G1 et G2, c'est vraiment là en fait, en phase S, vous exprimez aussi beaucoup, les protéines, les protéines, histones et cetera. Donc vous avez beaucoup d'actions, sur, alors, votre question? Alors j'avais pas ah oui, sur, Discord. OK. Donc les cellules endothermiques, si Morula la Morula tourne, comment? Alors, on reverra ça, Alix, sur, en fait, c'est pas la morula qui tourne, hein, c'est au moment de la gastrula, d'accord? Donc ça, on le verra, quand on fera la gastrulation, OK? Donc ensuite, on est sur le 2 petit 2. Donc la blastula, c'est une structure très organisée. En fait, j'ai pas pu ouvrir Discord là parce que, mon ordinateur a mis, des plombes, je sais pas ce qui s'est passé. Donc en fait, au stade blastula, on a 2 types, de cellules, on l'a déjà vu, les micromères, les macromères et en plus, on a une cavité qui s'est creusée et qui correspond au blastocelle. D'accord? Donc voilà un petit peu ma blastula, d'accord? Avec son blastocelle. La le pôle animal, le pôle végétal, ce qu'on va appeler ici la, la calotte animale, les zones médullaires, d'accord? Ou les zones marginales plutôt et l'endoderme, d'accord? On voit également qu'on a, une matrice, extracellulaire très particulière qui tapisse, les parois du blastocelle. Donc hem, le plafond ici du blastocelle et le plancher du blastocelle. On voit pas ma souris, pardon. Donc le plafond du blastocelle, c'est ici et le plancher du blastocelle qui est ici. Alors blastocell, vous verrez parfois l'orthographe blastocell où le E lié sont remplacés par un E accent grave. D'accord? Ouh là là. Donc ensuite, on verra qu'on a des jonctions intercellulaires qui assurent cohésion et communication cellulaire. D'accord? Ça, c'est le premier point. Je suis absolument désolée, j'ai vraiment des soucis d'ordinateur. Donc, je regarde, voilà.
Donc on a des jonctions cellulaires, intercellulaires qui assurent la cohésion et la communication entre les cellules. Alors là, je vais trop vite avec mon diapo, je ne sais pas. Donc on a des adhérences intercellulaires, c'est-à-dire que les blastomères se multiplient et ils sont maintenus ensemble par de nombreuses protéines d'adhésion. Donc c'est pas par hasard hein, que ma structure est cohérente et ne se déstabilise pas, d'accord. Donc ça, c'est lié à des cadérines, adhérence cellule-cellule, vous vous souvenez, et des intégrines, adhérence avec la cellule matrice extracellulaire. D'accord. On a aussi des jonctions serrées avec Claudine entre les blastomères externes. Tout ça, ça assure la cohésion et l'étanchéité à la périphérie de l'embryon. Et on a aussi des jonctions communicantes, d'accord. Et ça, c'est intéressant, c'est surtout au niveau des blastomères plus profonds. Et ça va assurer une communication chimique et du coup une synchronisation dans le fonctionnement de tous ces blastomères. D'accord. Donc vous avez sur ces différentes jonctions cellulaires et du coup qui vont assurer la cohésion de la blastula. Donc je vous redis que les cellules, les jonctions étanches, communicantes, ça on l'avait déjà vu. Et puis, donc ça, ce qui est très important, c'est que ce qui va en fait être autour du blastocèle, ça va différencier beaucoup de jonctions adhérentes et surtout des jonctions avec la matrice, donc intégrine, fibronectine. D'accord. Et puis au niveau de l'hémisphère végétatif et du plancher de ce blastocèle, d'accord. Donc on parle du plafond ou du toit du blastocèle en haut et du plancher du blastocèle au contact des cellules végétatives. D'accord. On n'a pas une matrice extracellulaire très importante, mais on a des jonctions d'adhérence. D'accord. Donc tout ça montre qu'il y a une grosse cohésion et il y a plein de structures qui se mettent en place et qui vont permettre la suite, hein, qui sera la gastrulation. Enfin, les cellules de la blastula euh, euh, vont être les cellules fondatrices des 3 feuillets caractéristiques des triblastiques. D'accord. Donc 2-2-1, c'était les jonctions, ce qu'on vient de faire. Je ne vous ai pas mis le titre, mais je peux vous le remettre. Donc on avait des jonctions et une cohésion de l'embryon assure les cellules de l'embryon. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. D'accord. Et c'est des jonctions intercellulaires ou des jonctions entre les cellules et la matrice. Et le deuxième point qui est très important, c'est que donc à ce moment-là, au stade blastula, en fait, la blastula contient les cellules fondatrices des 3 feuillets qui seront caractéristiques des triblastiques. Des triblastiques. Donc ici, on peut vraiment utiliser le document que je vous ai mis, d'accord. Et en fait, on va faire 2 types d'expériences qui sont très différentes. Des expériences de dissection, d'accord, et d'établissement des territoires présomptifs par lignage cellulaire. C'est pas la même chose. Dissection, on se met au stade blastula, d'accord, et on isole les cellules et on regarde ce qu'elles deviennent. Donc ça veut dire qu'au stade blastula, on voit déjà finalement si les cellules ont déjà une destinée, d'accord, et ce qui est déjà fixé dans la destinée des cellules. Quand on va faire un lignage cellulaire, on va prendre une cellule qui est positionnée à un endroit particulier et on va suivre son devenir. Mais peut-être que son devenir
et sa destinée, d'accord, eh bien, elle va être précisée au cours du temps. Donc, si tout se passe bien, si ma cellule est positionnée à tel endroit, a priori, elle va devenir ceci ou cela. Mais peut-être que son devenir n'est pas encore complètement fixé au stade blastula. Et donc, la différence entre les deux est très importante. D'accord? Donc, on a ce qu'on va appeler euh, la destinée, d'accord? Et on va avoir ensuite les territoires présomptifs. Donc, si on fait une dissection, donc ça, c'est une dissection qu'a fait Newcomb. Donc, je vous note son nom, hein, Newcomb, en 1969. Et donc, il isole les cellules et il regarde. S'il prend des cellules de la calotte animale, donc c'est ce qu'on a ici, hein, il va obtenir en fait des cellules euh, qui se différencient en cellules épidermiques et nerveuses, d'accord, mais de façon un peu indifférente. Voilà. S'il prend des cellules ici de l'hémisphère végétatif, donc les macromères, il va obtenir des cellules du tube digestif, grosso modo. S'il prend des cellules, s'il prend donc des cellules qui sont dans la zone dans ZN, donc dans la zone marginale, il va obtenir grosso modo des cellules musculaires, d'accord, ou du tissu conjonctif. Mais il ne va pas obtenir beaucoup plus que ça. D'accord. Donc, ectoderme, il obtient plutôt de l'épiderme, mésoderme, il obtient plutôt du tissu conjonctif, endoderme, il obtient des cellules du tube digestif. D'accord. La différenciation de ces cellules, ensuite, par exemple pour l'ectoderme, pour la calotte animale, en cellules nerveuses ou cellules épidermiques, elle se fait un peu plus tardivement. D'accord. Donc, pour l'instant, toutes les cellules de la calotte animale, au stade blastula, elles ne sont pas encore déterminées en cellules nerveuses ou cellules épidermiques. D'accord. Les cellules de la zone marginale, elles ne sont pas encore déterminées en toutes les cellules que ça va donner hein, au niveau du mésoderme, etc. Mais par contre, les trois feuillets sont déjà déterminés. Donc, pour la calotte animale, on va parler d'ectoblast, d'accord. Pour la zone euh, marginale, on va parler de mésoblast. Et puis, pour la zone du pôle végétatif, on va parler d'endoblast. D'accord. Donc, ça veut dire que les trois feuillets sont déjà spécifiés. Alors ensuite, si on regarde le devenir de ces feuillets, là, on va obtenir ce qu'on appelle des territoires présomptifs. Donc, comment on étudie ce devenir? Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, ça, c'est votre document 9, je pense. Donc, ce devenir, là, c'est différent. D'accord. C'est-à-dire que là, on fait une micro-injection d'un marqueur, par exemple, dans une cellule. Et ça, ensuite, cette cellule, elle va se diviser, etc. Ça va me donner un territoire. D'accord. Et donc, on regarde ce qui se passe aux différents stades de développement. Et en fait, ça me permet de positionner les territoires présomptifs. Donc, dans la calotte animale, les cellules qui sont ici marquées en bleu vont me donner le tube neural. Les cellules en blanc vont me donner l'épiderme. La zone marginale, elle est ici. Donc là, je n'ai pas une coupe. Hein. J'ai vu avec pôle animal, pôle végétal, le ventre ici, le dos ici. Donc vu de côté. D'accord. Donc ici, la zone marginale va donner le mésoderme, mais le mésoderme, différents types de mésoderme. Donc la partie dorsale correspondra à la corde. Si on s'éloigne vers la partie ventrale, on a les somites. D'accord. Donc c'est mésoderme dorsal et dorsolatéral. Ici, on va avoir les reins, les gonades, les lames latérales. D'accord. Et ici, dans la partie la plus ventrale, c'est ce qui va donner les cellules sanguines et la lame latérale. D'accord. Et puis ici, ce sera l'endoderme. Donc cette carte des territoires présomptifs, euh, elle est établie par suivi des cellules. D'accord. Par contre, quand je suis au stade blastula, si que je prenne cette cellule-là, ou cette cellule-là, ou cette cellule-là, on ne va pas obtenir de façon aussi simple des choses très, très différenciées. D'accord.
Ça va se faire petit à petit. Hem, Même si, on verra que dès qu'il est, défini, hein, le mésoderme est déjà un petit peu orienté. D'accord? Voilà. Donc cette carte des territoires présomptifs, vous devez la connaître. OK? Et vous devez la connaître et vous devez aussi, heu, enfin voilà, vous devez la connaître, vous devez être capable de la refaire. Donc si je compare les 2 cartes et je réinsiste là-dessus, on va observer des différences notables, en particulier dans la région ectodermique, d'accord? C'est-à-dire qu'au stade blastula, si je prends, une cellule, de la calotte animale, j'obtiens jamais de tissu nerveux. Et si je prends une cellule mésodermique, j'obtiens jamais de tissu musculaire. D'accord? Je ne dis pas que j'obtiens exactement les mêmes cellules dans la zone dorsale et dans la zone ventrale, mais j'obtiens jamais de cellules musculaires. Donc l'interprétation, c'est que euh, il y aura des phénomènes ultérieurs à la segmentation et qui vont engager certains groupes de cellules dans certaines voies de différenciation. Et donc là, on verra que la communication intercellulaire sera nécessaire à l'acquisition de l'identité cellulaire. C'est-à-dire que cette identité cellulaire, elle n'est pas encore acquise ici. D'accord? Mais on a déjà des destinées qui sont différenciées. Donc, suite à la segmentation, les polarités étaient établies avant, mais on a l'acquisition de l'état pluricellulaire, l'utilisation des réserves des protéines et des ARN maternels, et puis mise en route du génome zygotique au moment de la transition blastuléenne. D'accord? Donc ça, c'est les points importants que vous devez avoir retenus. Et donc, on va passer enfin à la gastrulation et je vais pouvoir répondre à la question d'Alex. Donc la gastrulation, mise en place des 3 feuillets embryonnaires. Alors ça se fait, je ne vais pas vous mettre le titre complet, mais on peut rajouter grâce à la mobilité cellulaire, si je vais vous la rajouter. Grâce Donc ici, on voit apparaître un nouveau mécanisme cellulaire qui est le déplacement cellulaire, la mobilité cellulaire, et qui va être extrêmement important pour cet événement de gastrulation. Jusqu'ici, on n'a eu que de la division cellulaire. Alors, sachez que par exemple, chez les végétaux, d'accord, le développement et la morphogenèse a lieu sans qu'on ait de déplacement cellulaire, ce qui est impensable chez les animaux. Chez les animaux, la morphogenèse est vraiment en lien direct avec des déplacements cellulaires. D'accord? Donc, on va déjà voir les méthodes. Donc, 3.1. Donc, on a des marquages cellulaires qui permettent de suivre les mouvements au cours de la gastrulation. Les mouvements au cours de la gastrulation. Alors, donc, on va voir, dans un premier temps, on va décrire comment on analyse ces mouvements. Et ensuite, on va, grosso modo, décrire les mouvements. Donc là, vous avez toute la gastrulation. Et puis ensuite, je vais vous décrire les mouvements. Donc, si vous voulez, les marquages, on les a déjà vus, d'accord? Ces marquages, c'est d'abord Vogt en 1925 qui a fait les premiers marquages à l'aide des petits cubes d'agar imprégnés, d'accord? Et aujourd'hui, en fait, on va pouvoir continuer. Et en fait, le problème de Walter Vogt, c'est qu'il n'arrivait à marquer que des cellules en surface de l'embryon, d'accord? Le marquage n'arrivait pas à être en profondeur. Donc aujourd'hui, on est capable d'utiliser des méthodes précises qui permettent de ne marquer qu'une seule cellule ou juste quelques cellules. On peut faire de l'injection avec des marqueurs fluorescents et on peut suivre tout ça en microscopie focale qui nous permet vraiment d'avoir une vision cellule par cellule et de faire des coupes optiques dans l'embryon. D'accord? Donc toutes ces études, et c'est l'ensemble de ces études, ça a commencé en 1925, mais ça s'est terminé au cours du XXe siècle, hein, ont permis une description très précise des mouvements cellulaires, des modifications de la forme des cellules
et aussi des données précises concernant les territoires présomptifs. Donc les principaux mouvements, donc, je vais les reprendre en fait avec ce cliché-là que vous avez déjà bien observé. Donc, on peut suivre ces mouvements donc, grâce au traçage cellulaire. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que petit à petit, les cellules du pôle animal vont recouvrir l'ensemble de l'embryon. Ça, c'est ce qu'on appelle les mouvements d'épibolie. Et donc, ces cellules vont constituer ce qu'on appelle l'ectoderme. L'ectoderme qui va former ensuite le tissu nerveux et l'épiderme. D'accord? Donc, les premiers types de mouvements, c'est l'épibolie. Donc, l'épibolie, c'est le fait que toutes les cellules de la partie du pôle animal recouvrent petit à petit l'ensemble de l'embryon. Ensuite, les cellules de la zone marginale vont passer à l'intérieur de l'embryon. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des mouvements d'embolie ou involution. Et puis, les cellules de la zone marginale, par ces mouvements d'embolie, vont entraîner les cellules du pôle végétatif vers l'intérieur, et donc un basculement de cet ensemble de cellules qui va provoquer une rotation de 90 degrés de l'embryon, et je vais y revenir. Donc ces dernières vont alors tapisser l'arc-entéron. Donc ça va être en fait des mouvements de rotation. Donc ça, c'est vraiment les mouvements principaux, c'est ceux qu'on a vus en TP. Et maintenant, on va décrire en fait l'ensemble de ces mouvements. On va d'abord voir du coup les migrations cellulaires et les changements de forme des cellules qui sont associés. D'accord? Et ensuite, on verra le rôle primordial des interactions entre cellules, d'accord? Et des interactions entre cellules et matrices extracellulaires. Donc cette partie-là, on va vraiment voir les mécanismes cellulaires. On va avancer le plus possible aujourd'hui. Je dirais que c'est la partie la plus difficile à vraiment comprendre dans ce chapitre. Le reste, après, il y a beaucoup de connaissances, mais ce sera plus facile. Alors, les cellules, en même temps qu'elles vont migrer, elles se multiplient et elles grandissent. D'accord? Donc, il faut voir que là, votre embryon, en même temps qu'il y a la gastrulation, il va grossir un petit peu et il va changer de forme. D'accord? Il va s'allonger selon l'axe antéro-postérieur. Donc ça, c'est pour ça que c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe. Alors, donc si je reprends ce schéma-là, donc on voit très très bien les mouvements d'épibolie ici, les mouvements d'embolie ici, et on voit que ces mouvements d'embolie ici, ils entraînent en fait l'entrée un petit peu de mes cellules de l'endoderme à l'intérieur, d'accord? Et ils vont permettre de définir ici l'arc-entéron. Donc pour l'instant, vous voyez que j'ai toujours ma lèvre du blastopore qui est située au même endroit. Mais petit à petit, vous voyez que cette masse de cellules qui était ici, elle va remonter, on la voit qui a remonté le long de l'axe pôle animal, pôle végétal, d'accord? Et elle va en fait s'aplatir et fermer d'une certaine manière euh, le blastocele. Donc en fait, elle va venir contre ici. Donc cette masse de cellules qui était située au niveau du pôle végétatif, finalement, elle va se retrouver plaquée sur le pôle ventral. C'est ça qu'on appelle la rotation. D'accord? Ce qui fait que, vous voyez, petit à petit, au fur et à mesure que ces cellules vont, de par les mouvements des autres, de façon relativement passive, se plaquer contre le blasto, fermer un petit peu le blastocèle et se plaquer contre le pôle, contre la zone ventrale, eh bien, mon embryon va tourner. Vous voyez que mon embryon tourne, d'accord? Donc mon blastocèle, lui-même, il se déplace un petit peu. C'est-à-dire qu'il va de plus en plus se retrouver vers le pôle animal, d'accord? Donc il est ici, et j'ai l'ensemble qui se retrouve comme ça. Et ici,
j'ai bien la future, le pôle animal qui sera la future tête de mon embryon. Ici, j'ai le pôle végétal qui sera l'axe postérieur. Donc, on a mon axe antéro-postérieur qui est défini. On ne peut plus parler de pôle animal, pôle végétatif, parce que j'ai plus les cellules végétatives au pôle végétatif. Donc, on est vraiment sur l'axe antéro-postérieur. On a ici le dos et on a ici le ventre. D'accord? Et en fait, il faut bien comprendre cette rotation pour pouvoir schématiser la gastrulation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette rotation? Donc, on arrive au grand 3 petit 2, on va décrire un point de vue cellulaire. Donc, migration cellulaire et changement de forme des cellules. Donc, au cours de donc, prolifération cellulaire se poursuit et s'associe à la motilité cellulaire. Les cellules des futurs endodermes et mésodermes rentrent à l'intérieur de l'embryon et vont combler la cavité du blastocèle. L'ectoderme s'étale pour occuper toute la surface de l'embryon. Donc on va décrire ces mouvements à l'échelle cellulaire pour montrer les modifications avec un S, je viens de l'ajouter, des formes cellulaires associées et le rôle primordial du cytosquelette et de la matrice. Donc on a d'abord les mouvements d'épibolie qui sont peut-être les plus faciles à décrire. Juste ces schémas-là, et je trouve que finalement c'est cette figure qui est la plus facile à suivre, c'est des schémas qu'il va falloir savoir refaire. Donc cette série de schémas, si vous voulez, je vous la ferai au tableau. D'accord? Comme ça, je vous montrerai bien comment on peut la refaire, donc je vais essayer de vous faire ça au tableau et vous pourrez regarder en accéléré si vous voulez, voilà. Donc premier mouvement, c'est l'épibolie. Donc c'est le recouvrement de l'ensemble de la surface de mon embryon. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir trois couches de cellules, hein. Donc mouvement d'épibolie. Donc voilà ce que vous avez, ça c'est votre document 11. Donc sur votre document 11, vous avez les cellules superficielles et puis deux couches de cellules internes au stade blastulaire. Qu'est-ce qui va se passer? Donc les cellules en surface vont s'aplatir et s'allonger selon la direction pôle animal, pôle végétatif. D'accord? Donc elles vont s'allonger comme ça, elles vont descendre. Donc on les voit, ça s'allonge. Ce qui fait que cette surface-là va occuper une surface plus importante. Par ailleurs, en profondeur, d'accord, les deux assises de cellules profondes, elles vont s'intercaler les unes aux autres. On parle d'une intercalation radiaire parce qu'elle va se faire en fonction du rayon, ici, de ma blastula, du rayon de mon embryon. Donc j'ai le centre et j'ai des rayons. Et en fait, vous allez avoir émission pour ces cellules de pseudopodes. Donc pour les cellules qui sont en profondeur, les pseudopodes vont vers l'extérieur, toujours parallèle au rayon de mon embryon, qui est pour l'instant une sphère. Et mes cellules qui sont en bas vont avoir tendance à émettre des pseudopodes, d'accord, vers l'intérieur. D'accord? Donc on parle d'interdigitation qui vont en fait permettre aux cellules de s'intercaler les unes les autres, et ce qui fait que on va étaler le tissu, comme ceci. C'est-à-dire qu'elles vont occuper une plus grande surface, mais une plus faible épaisseur. Alors, tout ça se passe en maintenant des divisions cellulaires. Le fait qu'il y ait beaucoup de divisions cellulaires va aussi faciliter le fait de recouvrir une plus grande surface. Donc, ces mouvements augmentent la surface occupée par les cellules et les poussent, en fait, d'une certaine manière, vers le pôle végétatif. Pourquoi? Parce qu'elles vont occuper une plus grande surface que ce qu'elles devraient. Donc, on obtient au final un tissu exodermique constitué de deux couches de cellules et qui tend à recouvrir toute la surface de l'embryon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mouvements d'épibolie. Donc ce schéma-là, d'accord, il est à connaître. Il est simple à refaire et il est à connaître. Vous avez ici le toit du blastocèle.
ou le plafond du blastocèle, on dit toit souvent, hein, avec sa matrice extracellulaire. On imagine bien que ces cellules, elles sont reliées entre elles. D'accord. Donc maintenant, on va s'intéresser au mouvement d'embolie et à ces fameuses cellules en bouteille. Donc là, on va avoir deux choses, en fait, deux types de cellules qui vont être importantes dans ces mouvements d'embolie. Les cellules en bouteille, d'accord, et l'acquisition d'un phénotype migratoire chez les cellules les futures cellules du mésoderme et puis certaines cellules de l'endoderme. Alors, donc on est grand 3, petit 1, petit 2. Donc, les mouvements d'embolie. D'accord. Donc, la gastrulation, hein, les mouvements d'embolie, c'est ce qui marque le début de la gastrulation, c'est-à-dire la formation de l'encoche blastoporale dans la partie, dans la base, hein, de la partie médiane dorsale. Et ça correspond à une forme, à une modification de la forme de quelques blastomères végétatifs dorsaux qui sont situés juste au-dessus de l'équateur. Donc c'est ce qu'on voit ici. On avait quelques macromères là qui vont changer de forme. En fait, l'embolie, en fait, oui, c'est un peu le début de la. Enfin, pour répondre à la question de Manon, en fait, comment dire? C'est pas une question. D'accord. Mais je reviens quand même sur ce que vous dites. C'est que le début de la gastrulation, c'est la présence d'une encoche blastoporale. D'accord. La présence de l'encoche blastoporale, c'est pas tout de suite les mouvements d'embolie, c'est la transformation des cellules, de certains macromères en cellules en bouteille, par changement de forme. D'accord. Après, cette transformation va continuer et on va avoir l'encoche, puis la lèvre, puis le fer à cheval, puis le bouchon vitellin, etc., etc. D'accord. Donc, vous avez ces cellules ici qui vont changer de forme et ces changements de forme vont permettre leur internalisation. Comment est marqué ce changement de forme? En fait, il est marqué par la mise en place de filaments d'actine, d'accord, dans la partie externe de ma cellule. Donc, c'est des cellules qui sont situées à l'extérieur de l'embryon, d'accord. Et ça se fait. Ces filaments d'actine vont se contracter, ce qui fait que ma cellule ici, hein, va former ici une sorte de colle. Et à ce moment-là, je vais avoir polymérisation perpendiculaire à mes filaments d'actine, perpendiculairement à mes filaments d'actine. Je vais avoir une polymérisation des filaments de microtubules qui vont permettre une élongation de ma cellule. D'accord. Donc cette partie qui était à la base reste quasiment au même endroit et là, j'allonge. Vous imaginez bien que si je rétracte par dépolymérisation de mes microtubules, ou si je dépolymérise ici et que je repolymérise ici, je vais avoir une sorte de migration. Je vais tirer comme ça. Et donc, on obtient ces cellules en bouteille qui ont tendance à s'internaliser légèrement, d'accord, et à former cette encoche. Ces cellules en bouteille, elles sont liées, c'est ça qui est très important, elles sont liées par des liaisons cellule-cellule, par des jonctions cellulaires, aux cellules qui les entourent, donc en particulier aux cellules de l'endoderme. Et c'est cette liaison aux cellules de l'endoderme qui va être à l'origine de l'involution. D'accord. Donc si je prends ici ce schéma, donc comme les cellules ici en bouteille, donc on voit vraiment qu'elles ont cette forme, elles vont rentrer un peu vers l'intérieur, et bien elles tirent vers elles les cellules du mésoderme. Alors, quelques cellules d'endoderme, mais très peu, et surtout les cellules du mésoderme. Et donc, elles vont former ici un bourrelet qu'on appelle la lèvre blastoporale. D'accord. Donc, ce sont des mouvements d'involution
ou d'embolie, d'accord? Et ces cellules, quand elles ont subi ce mouvement d'involution, ensuite, elles vont acquérir un phénotype migratoire. Et donc, une fois qu'elles ont commencé à rentrer ici, eh bien, on va voir elles se mettent à migrer ensuite le long, euh, le long du toit du blastocèle. D'accord? Donc, ce changement de forme des cellules et cette migration, à nouveau, ça va impliquer des modifications. Alors, juste pour bien vous montrer, ici, on a le toit du blastocèle. Quand on regarde en microscopie, là, c'est de la microscopie confocale, où on a coloré, par exemple, certaines fibres de la matrice extracellulaire. On voit qu'on a une matrice extracellulaire extrêmement abondante. Et en fait, les cellules, donc on est ici avec l'encolage blastoporale, les cellules qui ont commencé à être, qui ont subi une petite involution, une petite embolie, elles changent de forme, d'accord? Elles acquièrent le phénotype migratoire. Qu'est-ce que c'est que ce phénotype migratoire? C'est un aplatissement, d'accord? Et la mise en place de l'amélipode qui se termine par des petites filipodes et une migration dans ce sens, d'accord? Donc ça, c'est le document 14 que vous avez dans votre schéma. Et donc ce phénotype migratoire, on le voit bien ici. Donc ici, vous avez une lamellipode qui se termine par une filipode. D'accord? Et en fait, la migration va être associée à des mécanismes de polymérisation, dépolymérisation de l'actine. D'accord? C'est-à-dire que le cytosquelette va avoir un rôle majeur, il va permettre un changement de forme, il va permettre la polymérisation, la dépolymérisation d'actine. Ça, c'est le changement de forme. Mais ce n'est pas que ça qui intervient. Pour pouvoir migrer, il faut que ma cellule puisse avoir un support sur lequel se fixer. Donc, le support sur lequel ma cellule va se fixer, c'est la matrice extracellulaire du toit du blastocèle. D'accord? Et donc, elle va se fixer. Vous avez ici les cellules, les protéines du cytosquelette, une protéine de liaison, et ensuite, vous avez des intégrines, d'accord? Et une fibronectine, ici, qui ensuite est en lien avec la matrice extracellulaire. Et on a des phénomènes de reconnaissance entre les intégrines de ces cellules migratoires, donc de ces cellules du mésoderme, et les fibronectines de la matrice du toit du blastocèle. OK? Alors, ce phénotype migratoire, donc, il est marqué par polymérisation, dépolymérisation d'actine, mise en place de filipodes. Donc, en fait, on a filipodes qui vont vraiment permettre d'avancer, d'accord? Mais aussi des flux membranaires, d'accord? Grâce à des sites donc d'endocytose et puis exocytose ici, qui permet la croissance vers l'avant. Donc, le retrait vers l'arrière, enfin, le retrait ici, c'est des phénomènes d'endocytose, la croissance ici vers, euh, en direction, enfin, dans le sens de migration, c'est des exocytoses. Et ça, c'est maintenu par polymérisation, dépolymérisation d'actine. D'accord? Donc tout ça vous est expliqué en détail sur le document 14. Donc ce schéma de cellules en migration, on l'avait déjà vu quand on a fait le cytosquelette, etc. Euh, c'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître. Donc là, vous réutilisez vos connaissances précédentes pour comprendre le développement embryonnaire. Donc grand 3, petit 2, petit 3, on a ce qu'on appelle les mouvements d'extension-convergence. Donc, ces mouvements d'extension-convergence concernent les cellules profondes de la zone marginale. D'accord? Donc, c'est au niveau des territoires dorsaux, latéraux-dorsaux de la gastrula. Donc, c'est parti. Ce qu'on observe, en fait, c'est que ces cellules vont avoir des mouvements qui vont venir en fait englober et modifier
la forme de mon embryon. Comme c'est des mouvements internes, d'accord, profonds, euh, on a eu du mal à les mettre en évidence au départ. Ah, ben, je vous remettais la matrice extracellulaire. Donc ça, vous savez légender, je pense. Si vous ne savez pas légender, donc là on est dans le cytosol, si vous n'avez pas légendé, je vous envoie vers votre cours sur les matrices extracellulaires et le cytosquelette. Hein. Je vous ai remis un petit coup de collagène, donc ça fait partie des choses qu'il faut revoir. D'accord? Et je vous remets un petit peu de protéoglycane. Donc ça fait partie à nouveau des choses à revoir. Donc mouvement d'extension, convergence. Donc voilà ce qu'on observe. On regarde ici, donc on est sur la lèvre dorsale du blastopore. Ici, on regarde sur la face pôle végétatif. D'accord? Et on a la lèvre dorsale du blastopore ici, le dos, le ventre. Oui, c'est ça. D'accord? Et on va voir que ma lèvre va petit à petit migrer et former le bouchon vitellin. Cette migration, elle est en partie liée à ce qui se passe dans les cellules internes du futur mésoderme. Ces cellules internes, en fait, elles vont avoir tendance à converger vers en fait, elles vont converger vers le plan médian, c'est-à-dire un plan qui passe par les pôles végétatifs et animal, par le dos et le ventre, et donc qui va séparer la partie droite de la partie gauche de mon embryon. Donc ce plan médian, d'accord, mes cellules, elles ont tendance à s'en approcher. Donc on est sur la zone dorsale et ces cellules dorsales vont tendance à s'approcher, migrer vers le pôle médian et s'intercaler. Ce qui fait qu'en fait, elles s'allongent en quelque sorte. On allonge l'ensemble. Et ça, en fait, ça va me permettre d'allonger mon embryon en direction du bouchon vitellin, d'une certaine manière. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit un petit peu sur cette figure. Donc, cette figure, on est plus tard dans le développement. On a toujours des mouvements d'involution, migration, d'accord? Mais on a aussi les flèches qui me montrent des mouvements de convergence, alors surtout dans la partie ici, qui vont provoquer des extensions, donc qui touchent les cellules internes. D'accord? Donc, c'est surtout dans cette zone-là. Donc, ça va toucher un petit peu le neuroextoderme externe. Donc, on y reviendra, ça, mais surtout au niveau interne. Donc, cette extension, ça va faire que finalement, les cellules migrent comme ça le long du toit du blastocèle, d'accord? Mais en même temps, elles vont se rejoindre autour du plan médian et donc elles vont faire allonger mon embryon. Je vous montre la figure suivante qui le montre bien. Donc il faut imaginer que les flèches correspondent en fait à des mouvements un peu internes des cellules et on va avoir, enfin, en fait, non. Si je reprends cette figure, les flèches montrent un petit peu l'ectoderme qui vient recouvrir l'ensemble. Mais à l'intérieur, les cellules vont aussi migrer et vont faire allonger. Donc, si vous voulez, je vais remettre un peu la vidéo. Donc, si vous voulez, vous avez votre embryon comme ça, d'accord? Et en fait, le mouvement interne des cellules va venir comme ça jusqu'au... Ici, j'ai le bouchon vitellin, d'accord? Et donc, mes cellules, elles vont revenir, se mettre autour du plan médian, dans la partie dorsale, et elles vont tirer. Comme elles sont très nombreuses, quand elles viennent ici, elles occupent tout d'un coup beaucoup d'espace, donc elles tirent comme ça. D'accord? Donc en fait, elles ont ce mouvement comme ça qui permet d'allonger mon embryon selon l'axe antéro-postérieur. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à comprendre ce qui se passe euh, en 3 dimensions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces mouvements d'extension ont pour effet d'étendre les tissus dorsaux et dorsolatéraux vers la région postérieure de l'embryon, c'est-à-dire vers le blastopore. Combiné au mouvement d'involution,
d'accord, qui font rentrer les cellules. La pression exercée par les mouvements d'extension provoque un recul du bord d'enroulement du blastopore vers le pôle végétatif, d'accord. Et les tissus dorsaux et latéraux dorsaux vont donc recouvrir petit à petit le bouchon vitellin. Et ce qui fait que tout ce qu'on avait, en fait, va rentrer à l'intérieur. Tout ce qu'on avait au niveau pôle végétatif va rentrer à l'intérieur. D'accord? Le dernier mouvement, c'est le mouvement de rotation de l'endoderme. Donc celui-là, on l'a déjà bien vu. Donc je vous remets simplement ce schéma-là. Je vous redis donc, l'endoderme siège d'un mouvement général de rotation. Les blastomères végétatifs, donc ce sont les futures cellules de l'endoderme, donc qui sont au départ situées au pôle végétatif, vont se retrouver internalisées et en majorité dans la partie finalement ventrale de l'embryon en fin de gastrulation. D'accord? Alors, il y a quelques fautes d'orthographe dans le paragraphe de cours que je viens de corriger, donc je vous remettrai le cours sans les fautes d'orthographe. Cette rotation de la masse cellulaire la plus profonde, la plus lourde, provoque la rotation de l'ensemble de l'embryon. Et donc, dans la région dorsale, les cellules du plancher du blastocele sont petit à petit plaquées contre le toit du blastocele, d'accord, ce qui provoque une remontée, une rotation de l'endoderme à l'intérieur de la gastrula. Et du coup, on a le blastocele qui disparaît au profit d'une autre profit de l'arc-en-ciel. D'accord? Alors, pour tout ça, on va reprendre le rôle primordial des interactions cellule-cellule et cellule matrice. Donc, on fait une première expérience qui consiste à prélever un fragment du toit du blastocele, d'accord, et on retourne ce fragment au niveau du front de migration des cellules du mésoderme, d'accord. Donc, on voit les cellules du mésoderme qui commencent à migrer sur le toit du blastocele, et en fait, on retourne ce fragment du toit de blastocele. On regarde la migration, on regarde la façon dont les cellules migrent. Alors tout ça, c'est fait grâce à des marqueurs fluorescents et grâce à de la microscopie confocale, d'accord. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'en fait, les cellules du mésoderme qui remontent et qui migrent le long du toit du blastocele vont passer partout, sauf sur cette zone où, en fait, on a un fragment retourné du toit du blastocele, vers cette zone où on n'a pas la matrice extracellulaire du blastocele. Celle-ci, ben, les cellules ne passent pas dessus, ne migrent pas dessus, comme si elles n'arrivaient pas à s'y accrocher. Elles glissent dessus d'une certaine façon. Deuxième expérience, très simple, on prend des anticorps anti-fibronectine, d'accord, que l'on va, ou anti-intégrine. Vous vous souvenez ce que c'est que la fibronectine et l'intégrine. On les injecte dans le blastocele d'une jeune castrula, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on va observer? Donc, on observe un hémisphère animal qui se plisse et les cellules du mésoderme qui ne migrent pas. D'accord? Donc, comment on explique ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, on a une jeune gastrula. Ah oui, pardon. J'avais l'encoche du blastopore. Dites-moi juste ce qui s'est passé là, en 2 mots. Et puis après, je vous laisse. Pourquoi j'ai un plissement au niveau du pôle animal? Allez, répondez-moi juste à ça et puis je vous lâche.
Oui, il y a une compression. Et pourquoi elle compresse les cellules? Parce que, tout ce qui est division cellulaire, aplatissement, grandissement cellulaire a lieu. Simplement, mes cellules ne rentrent pas à l'intérieur. Donc de fait, bah, la seule façon d'avoir toutes ces cellules, c'est que je plisse, d'accord? Et mon pôle végétatif, il se passe rien. Donc j'ai un petit peu des cellules en bouteille, partout. J'ai mon bouchon vite là, mais je recouvre jamais rien, d'accord? OK? Et je rentre pas à l'intérieur. Je rentre pas à l'intérieur, je recouvre pas non plus. Donc voilà ce qui va se passer. Ça veut dire que rien ne fonctionne si je n'ai pas intégrine et fibre négative. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse parce que vous avez encore une grande journée devant vous et je vous retrouve vendredi donc pour 2 heures. Voilà. Bah, écoutez, à très bientôt à tous.